Hello, bonjour à tous. Il y a du monde déjà? Je suis gâtée aujourd'hui. Bonjour Margot, bonjour Dynamac, bonjour Anton, bonjour Doudou, bonjour Pauline, bonjour Anaïs, bonjour Esteban, bonjour Clara, bonjour Ambre. Ça fait plaisir de vous voir ou presque voir. Bonjour Odezen, bonjour Guilhem, bonjour Sirtis, bienvenue. Je crois que je t'ai encore jamais vu ou j'ai oublié parce que je suis un poisson rouge. Bonjour Jeanne, bonjour Mario, bonjour Hertz. Ah, quel plaisir, il y a du monde. Bon, aujourd'hui on va faire un live encore une fois sur un de mes auteurs préférés parce que voilà, maintenant qu'on sait qu'il n'y a plus l'oral de bac, je peux aussi vous parler des choses que j'aime particulièrement. Et donc en l'occurrence, aujourd'hui on va parler de Jules Verne. Alors si vous êtes déjà des spécialistes plus ou moins du steampunk ou de la SF, on va faire quand même un cours d'introduction. Hein, donc ça sera pas ultra poussé non plus, mais ça vous donnera, je pense, un bon aperçu de l'influence de Jules Verne, puisqu'il faut savoir quand même que c'est un auteur qui a énormément influencé la littérature contemporaine. Alors, pour information, là c'est plus spécifiquement pour mes élèves, je ne sais pas si vous avez bien eu le mail de notre direction, mais donc on arrête les cours à distance la semaine prochaine, donc ça veut dire que à partir de vendredi prochain, vous n'aurez plus cours avec moi. Donc moi je pense que je vais continuer les lives un petit moment moi sur la culture générale. Si vous avez envie de passer, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai, mais vous n'êtes pas obligés. Ah oui, Jules, le meilleur d'entre nous. Donc vous n'êtes pas obligé à partir de la fin de la semaine prochaine de venir, ce sera si vous avez envie. On a aussi les dates du conseil de classe, vous verrez. C'est le 25, me semble-t-il, pour les premières 5 et le 29 pour les premières 8. Bonjour Duncan, bonjour Tristan. Ah, je me disais aussi si vous n'étiez pas là, vous qui êtes toujours au rendez-vous, c'était un peu bizarre. Donc voilà, on va être sur là on va toucher sur nos derniers lives de première. Après, j'aborderai peut-être des sujets un petit peu différents, mais en tout cas, je voulais aujourd'hui vous parler de cet auteur qui me tient particulièrement à cœur, comme je vous l'avais dit. En plus, bon, je vous avoue, c'est un petit peu chauvin quand même, puisque je suis nantaise d'adoption depuis quelques temps. Non, c'est pas le dernier, Jeanne. De toute façon, il y a au moins la semaine prochaine, les cours officiellement s'arrêtent la semaine prochaine. Donc de toute façon, on aura la semaine prochaine en live, vous inquiétez pas. Ça c'est sûr. Et après, moi, je continuerai un petit peu quand même après. Donc oui, je suis nantaise d'adoption et Jules Verne est un auteur nantais. Bon, en fait, je vais vous le dire tout de suite, on va crever l'abcès directement. Il n'a pas passé beaucoup de temps à Nantes. Il a passé beaucoup plus de temps dans le nord de la France. Mais bon, ça, on le dira pas, on l'oubliera. On dira quand même que sa ville d'origine, c'est Nantes. Il y a énormément de références d'ailleurs à Jules Verne. À Nantes, il y a beaucoup d'éléments qui se rapprochent aussi du steampunk, on va en parler, puisque c'est aussi une volonté de la ville de valoriser quand même la présence de cet auteur absolument phare dans notre littérature. Ce que j'adore avec Jules Verne, c'est qu'il a énormément écrit et qu'il a écrit vraiment dans énormément de genres, même si aujourd'hui on a tendance un peu à le cantonner à ses romans. Alors, comment est-ce qu'on va faire ce cours aujourd'hui? D'abord, on va parler un peu de la vie de Jules Verne, parce que ça c'est quelque chose que vous connaissez pas forcément. On va pouvoir un petit peu discuter qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qu'est-ce qui peut-être l'ont amené à la littérature, quelles sont ses autres influences. Ça c'est pour le début. Ensuite, on va pouvoir parler... Bonjour Preda. On va pouvoir parler ensuite dans un second temps peut-être de quelques-unes de ses œuvres qui sont les plus connues. Exactement, 44 représente, tout à fait. Certaines des œuvres voilà, les plus connues qui peut être de bon ton de connaître un petit peu. Alors vous savez ce qu'on dit, hein, l'important c'est pas d'avoir lu les œuvres, c'est de faire semblant qu'on les a lues. Et donc je vous donnerai quelques éléments. Non, j'ai pas dit ça, je n'ai jamais dit ça, et c'est pas bien du tout pour le bac si vous passez sur des œuvres que vous n'avez pas lues. Franchement, c'est vraiment pas bien. Honteux. Mais sinon, je vais quand même vous donner quelques indications sur ces œuvres les plus connues, au moins que vous puissiez faire illusion si d'aventure ça popait dans une conversation. On ne sait jamais. Ça peut toujours servir, et vu l'importance de Jules Verne dans notre littérature, encore une fois, ça peut toujours être de bon ton de connaître ça. Quand on aura terminé ce passage, qui je pense sera quand même la grosse partie du live, parce que ça, c'est en général des choses que vous connaissez pas trop, on passera sur la définition du steampunk, la définition de la science-fiction, et donc en fait, comment Jules Verne a influencé vraiment l'explosion de ces deux genres. Alors, je sais que dans mon titre, je me demande s'il est vraiment l'inventeur, le créateur de ces deux genres, on va essayer de répondre à la question. Vous allez voir qu'il est
Évidemment, comme d'habitude, il n'y a pas une réponse franche en oui-non, parce que sinon ça serait trop facile, on n'aurait pas de dissertation à faire, ce serait nul. Mais on va essayer d'y réfléchir. Donc j'ai essayé de me mettre dans le ton aujourd'hui, comme vous l'avez vu. J'ai mon collier Jules Verne, c'est bon, je peux, je peux me lancer, tout va bien. Oui, je suis à ce point-là fan et à ce point-là capable de faire les choses en grand pour mes lives. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, je me soigne petit à petit. Ça va aller. Alors, donc pour commencer, qui était Jules Verne? Donc effectivement, alors Doudou, non, t'es pas obligé, mais c'est vrai que ça te rajoute des points de charisme. Alors c'est comme tu veux, mais moi j'estime quand même que avoir un collier Jules Verne quand tu parles de Jules Verne, tout de suite, ça fait de suite plus sérieux. Voilà, il y a quelque chose d'important ici. Mais non, c'est pas grave, si tu l'as pas, bon, on te méprisera un peu, mais il y aura pas de souci. Alors, donc Jules Verne, comme on le disait, effectivement, il est né à Nantes. Il est né à Nantes donc au début du 19e siècle la majeure partie, comme je vous ai dit, de ses œuvres, ce qu'on connaît surtout de lui, ce sont des romans d'aventure. Alors, il faut savoir que clairement, Jules Verne ne s'est pas cantonné aux romans d'aventure. Et même d'ailleurs, à l'origine, il ne voulait pas vraiment écrire des romans d'aventure. Ce qu'il a commencé par écrire, ce sont plutôt des pièces de théâtre. Mais nous, on a tendance à avoir gardé de son œuvre, surtout justement les romans. Donc je vais vous parler des romans en particulier, mais comme je vous disais, il a écrit donc des pièces de théâtre, il a écrit des nouvelles aussi, il a écrit une partie de récits autobiographiques, entre le roman, la nouvelle parfois, il a écrit des poèmes, il a écrit des chansons, et il a écrit plusieurs études scientifiques, parce que vous allez voir que lorsqu'il publie ses œuvres, il intègre des éléments scientifiques, c'est une des particularités de son œuvre, donc en rapport avec les progrès technologiques de l'époque, et pour ça, il a fallu se renseigner. Il ne dit pas, il affirme pas des choses genre je vous dis que ça fonctionne comme ça, il va d'abord se renseigner. A priori, donc, Jules Verne est tellement populaire et tellement connu aussi bien en France qu'à l'international qu'il est le deuxième auteur le plus traduit en langue étrangère. Tout auteur confondu, toute nationalité confondue, puisque on recense, alors après voilà, c'était en 2011, c'est un peu compliqué. C'est l'auteur donc de langue française le plus traduit dans le monde et il a a priori un total de 4702 traductions, pardon. Donc c'est absolument colossal. D'après vous, est-ce que vous avez une idée, je vous pose la question, est-ce que vous avez une idée de qui est l'auteur le plus traduit de tous les temps? Puisque c'est pas Jules Verne qui est le numéro 2, bon, pas grave, on l'aime quand même, en tout cas c'est le premier français, mais qui serait l'auteur le plus traduit de tous les temps d'après vous? Est-ce que vous avez une idée? Sachant donc que ce n'est pas un français, puisque l'auteur français le plus traduit c'est Jules Verne. Est-ce que vous avez une idée? Dites-moi. Ou est-ce que vous avez énormément de décalage avec moi? Celui qui a écrit la Bible. Oui, on ne sait pas tellement qui a écrit la Bible, hein, donc non pas l'ouvrage, mais l'auteur. Donc c'est pas Jésus. Alors attention, hein, encore une fois, il faut que ce soit un auteur, c'est un véritable auteur qui est identifié, comme Jules Verne. Hein. Donc pas justement Jésus, parce que je vous rappelle que la Bible est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et l'Ancien Testament raconte des faits et a été écrit bien avant la naissance de Jésus-Christ, hein, pour ceux qui se posent des questions et qui ont besoin aussi de cours de théologie, manifestement. Non, ce n'est pas Tolkien. Bon, spoiler alerte, on n'est pas loin d'avoir la bonne langue, pas tout à fait ça, mais Tolkien, ça aurait pu. Ça aurait pu. On est presque dans la bonne langue. Alors Tolkien étant américain, je pense que là vous avez une énorme indication. Si c'est presque la bonne langue, c'est qu'a priori on s'approche. C'est pas Shakespeare, ça pourrait être Shakespeare, clairement. Mais non, je vais vous le dire et je vais peut-être essayer de vous aiguiller comme ça. L'auteur la plus traduite de tous les temps est une femme. Donc une femme qui écrit en langue anglaise. Alors là, je pense que quand même, qui est l'auteure anglaise la plus connue de tous les temps? Vous en avez tous lu, je pense. Ou alors sinon, je sais pas ce que vous avez lu dans votre vie, mais là, clairement... Alors c'est pas Robin Hood, non, ça pourrait, mais... D'ailleurs, elle est anglaise? Je croyais qu'elle était écossaise. Ah non, je dis des bêtises peut-être. Faudrait que je vérifie. Non, plus connu encore que Robin Hood. Effectivement, Preda, tu as raison, Tristan, vous avez raison, vous voyez, c'est effectivement Agatha Christie. Agatha Christie, donc on la connaît tous, hein, évidemment, et c'est donc l'auteure la plus lue
a priori, de langue anglaise et aussi, donc, comme je vous disais, la plus traduite. Donc forcément, bon, vous voyez, derrière Agatha Christie, être numéro 2 derrière Agatha Christie, bon, ça va quand même, je trouve qu'il sauve les meubles bien comme il faut quand même. Pardon. Alors, bon, on va parler un tout petit peu de la jeunesse de Jules Verne, qui donc se passe à Nantes, hein, encore une fois, parce que juste cette ville est magnifique et qu'il était temps de le dire, je pense, encore une fois. Voilà, donc exactement, il naît à Nantes, vraiment au centre-ville de Nantes. Pour ceux qui connaissent, on est juste à côté de l'arrêt commerce ligne 1, hein, donc voilà, je vous le dis précisément. En l'occurrence, on est à l'angle de la rue Kervégan sur l'île Feydeau. Donc au 4 de la rue Olivier de Clisson. Si d'aventure vous allez à Nantes un de ces jours, vous pouvez d'ailleurs voir une plaque qui est apposée sur la maison natale de Jules Verne. Et juste à côté, vous avez d'ailleurs un restaurant qui essaie de s'inspirer un petit peu des voyages de Jules Verne, ou des voyages racontés par Jules Verne, pour sa carte. Retiens les noms des rues, oui, ça peut servir pour le GeoGuessr de Nantes. Donc effectivement, rue Olivier de Clisson, à l'angle de la rue Kervégan sur l'île Feydeau, donc vous voyez, hein, en direction du CHU, vous suivez la ligne 2-3 si vous voulez absolument tout savoir, en partant de commerce, et vous trouvez. Bon. Moi, je vous avoue que faire une petite sortie à Nantes pour l'occasion, ça serait sympa. Je l'ai déjà fait, visiter le musée Jules Verne avec des élèves, aller voir le carrousel des mondes marins, l'éléphant de Nantes, hein, quand même le symbole de notre belle ville. Et effectivement, on était passé devant la maison natale. mais si, tout va bien, Doudou, tout va bien. Donc voilà, bref, donc Jules Verne, effectivement, né en 1828, donc au début du 19e siècle, à Nantes. Donc, en l'occurrence, l'endroit où il est né, c'était pas chez lui, mais chez sa grand-mère. Bon, globalement, ça c'est pas gênant. Son père est avoué, en fait, et lui, il est originaire plutôt de la région parisienne. En fait, un avoué, c'est un juriste, hein, pour info. Donc, son père est avoué, issu de la région parisienne, et sa mère est donc issue d'une famille française de navigateurs et d'armateurs. Donc évidemment, la navigation, les bateaux vont avoir un rôle dans sa vie, puisque toute sa famille maternelle est justement une famille de navigateurs. Et évidemment, quand on sait ça, on comprend un petit peu plus aussi pourquoi Jules Verne va être fasciné par la mer, pourquoi est-ce qu'il va acheter des bateaux, et pourquoi est-ce qu'il va aussi écrire beaucoup sur la mer, les voyages, etc. Donc Jules Verne, c'est l'aîné, hein, il a 4 petits frères et sœurs. Donc il a un frère en l'occurrence qui s'appelle Paul, qui sera marin et écrivain. Donc vous avez peut-être déjà croisé Paul Verne, qui est quand même beaucoup moins connu que son grand frère, mais quand même. Et il a 3 sœurs également, Anne, Marie et Mathilde, me semble-t-il. Donc voilà. Toute sa jeunesse, ils vont la passer à Nantes. Ils vont en fait bouger quelque peu on va dire dans le centre-ville de Nantes, mais il reste vraiment dans cet endroit. Et il va d'ailleurs faire une partie de ses études déjà à Nantes. Donc il va aller à Saint-Stanislas, par exemple, qui est un collège qui existe toujours aujourd'hui, hein, qui continue à éduquer les jeunes enfants, toujours. Et il va être un élève, il faut le dire, assez brillant. Il va avoir plusieurs prix. Il était notamment passionné de géographie. Enfin, c'est étonnant, quelqu'un qui écrit sur les voyages, qui est un fils d'une famille de navigateurs et qui est passionné de géographie, mais il était aussi passionné de latin et de grec. Et a priori, il s'en sortait pas si mal en français, et notamment en rédaction. Jusque-là, j'ai envie de vous dire, ça paraît pas tout à fait fou par rapport à ce qu'on sait de ce qu'il a fait plus tard. Il va aussi, cependant, plus étonnamment, être très bon en musique. Il va en fait garder une passion pour la musique et notamment le chant durant toute sa vie. Ça, c'est quelque chose, en général, qu'on connaît un petit peu moins. Ah. Ouais, Arthur Rimbaud, je suis désolée, mais normalement, on n'a pas trop droit les liens. Donc, en tout cas, c'est gentil de me demander avant. Donc, je disais, il va faire une partie donc, de ses études à Nantes. Et en l'occurrence, il va passer vraiment son enfance ici. Il y a une
légende qui dit qu'à l'âge de 11 ans, Jules Verne a essayé de s'embarquer en se faufilant sur un long courrier pour partir pour les Indes, donc en qualité de mousse. Mousse, vous savez, c'est un apprenti marin qui donc essaye de s'intégrer à la vie marine en partant vraiment tout en bas de l'échelle. Et en l'occurrence, son père l'aurait récupéré. Je vous dis tout ça évidemment au conditionnel, puisque ça fait un peu partie aussi de la légende de Jules Verne. A priori, son père l'aurait récupéré à Paimboeuf, donc qui est un petit peu plus loin sur la côte du 44. Bon, alors qu'il allait s'embarquer. Donc ça, c'est ce que l'on dit. Et justement, je vous dis juste une petite indication. Jules Verne aurait dit avoir voulu faire ce voyage pour rapporter un collier de corail à sa cousine qui s'appelle Caroline Tronçon. Et il était amoureux de sa cousine. Je ferme la parenthèse ici, on va en avoir besoin tout de suite. Je vous fais juste une petite digression. Donc il a étudié, ça c'est sûr, par contre, non, c'est pas il aurait, c'est sûr. Il a étudié au lycée royal de Nantes, que l'on appelle aujourd'hui le lycée Georges Clemenceau, et que je connais aussi particulièrement bien, puisque c'est là que moi-même j'ai fait mes études de français. Donc c'était juste pour placer le fait que, oui, Jules Verne et moi avons fréquenté le même lycée. Évidemment, de son côté, c'était légèrement plus brillant que du mien, mais que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir. En tout cas, j'aurais parcouru les mêmes couloirs que lui, et c'est déjà assez classe, je vous l'avoue. Bon. A priori, donc, et fréquenter les mêmes profs, oui. Je suis pas tout à fait sûre, je pense que ses professeurs, ils s'étaient plus là, malheureusement. Donc, comme je vous disais, il est amoureux de Caroline Tronçon. Et là, ça va être assez important, parce que il va avoir, on va dire, 2 revers amoureux très importants, et celui-là, c'est le premier. Donc, en fait, son père va l'envoyer après son bac, qu'il réussit d'ailleurs convenablement, puisqu'il a une mention assez bien. Il va l'envoyer à Paris, donc son père, parce que justement, il veut l'éloigner de Nantes et de sa cousine, donc la fameuse Caroline Tronçon. En fait, qu'est-ce qui se passe? Caroline Tronçon est fiancée et va se marier avec un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle, mais qui a la bonne idée d'avoir beaucoup d'argent, comme quoi ça peut servir dans la vie. Et Jules Verne va être vraiment très déçu de cette première expérience amoureuse, puisque il va se dire que finalement c'est qu'une question justement de moyens plus que d'amour, puisque encore une fois, je vous rappelle que sa cousine qui a à peu près son âge va épouser un homme qui a 2 fois le sien. Donc voilà, fric égale pognon, pognon égale fric, c'est bien ça le problème. Bon. D'ailleurs, il va être assez déçu aussi parce qu'il va voir que sa cousine n'est pas forcément très heureuse dans son mariage, et d'ailleurs on va retrouver plusieurs fois dans ses œuvres des références à des femmes qui sont un peu mariées de force ou mariées au moins par intérêt, comme c'est le cas de sa cousine, et qui ne sont pas forcément très heureux, ou très heureuses plutôt. Bon, bref. Il va avoir un petit peu d'amertume vis-à-vis de ça, mais ce n'est pas le seul revers qu'il va avoir. Comme je vous le disais, il y en a malheureusement un deuxième. Donc, il va à Paris, comme je vous le disais, il est éloigné par son père qui se dit que c'est une très bonne idée qu'il s'éloigne de sa cousine, puisque malheureusement elle est prise et elle n'est pas pour lui. Et il va donc rentrer en droit. Il va commencer à faire des études de droit. Et il va rencontrer, alors qu'il fait ses études de droit, une deuxième jeune fille, donc Rose Herminie Arnaud de la Grostière, si vous voulez tout savoir, et il tombe passionnément amoureux de la jeune fille. Le seul problème, c'est que les parents de la jeune fille, ils se disent « c'est un petit étudiant, il a pas trop de sous ». Ça vous rappelle vaguement Victor Hugo, peut-être, c'est un peu pareil. Non, on va plutôt la faire épouser un vieux propriétaire terrien qui a de l'argent, parce que comme nous le disait Doudou, et il a tout à fait raison, fric égale pognon, pognon égale fric. Donc ses parents se disent non, on va pas la donner à Jules Verne, non, on va le donner à quelqu'un qui a de l'argent. C'est-à-dire, moi, c'est concret, l'argent. Donc, deuxième revers amoureux pour le pauvre Jules Verne, qui à peine 25 ans aura connu quand même deux éléments assez violents dans sa vie amoureuse. Il va d'ailleurs, lorsqu'il écrit ses poèmes, faire de nombreuses références à la jeune fille, à Herminie, donc, sachant qu'on ne sait pas encore aujourd'hui si leur passion a été
un peu plus concrète que simplement les messages d'amour de Jules Verne. Il est possible qu'il y ait eu une histoire d'amour vraiment entre les deux, alors consommée ou non, ça c'est peut-être pas la question, mais possiblement réciproque. Et c'est aussi sans doute pour ça qu'il va si mal digérer qu'elle se marie, donc encore une fois, avec un riche. Hein. Vous doutez bien que ça fait quand même beaucoup, ces 2 premiers amours comme ça, etc. Et il va écrire donc une sorte de récit de vengeance, donc il va présenter des noces assez horribles. Je vous épargne hein, le récit, mais grosso modo, ce qu'il va dire, c'est que la mariée était en blanc aussi, que ça représente le côté candide autant que son mari, et que par contre, elle avait la même couleur que le costume de son époux, l'âme de la jeune fille avait la même couleur que le costume de son époux, c'est-à-dire noir. En gros, vous comprenez, hein, son mari c'est un innocent parce que il est possible que sa future femme ait eu une passion consommée ou non avec moi, mais par contre, elle, évidemment, elle n'a pas hésité à m'abandonner. Bon, bref. Vous voyez le principe, 2 revers amoureux, il n'est pas très content. Et donc, là aussi, à cause, encore une fois, de cette deuxième désillusion, il va présenter beaucoup de femmes qui sont mariées contre leur gré, encore une fois, ou même mariées, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, mal mariées ou mariées pour des raisons, encore une fois, purement fric, etc. Donc, pas forcément très heureux à ce niveau-là. Il va finir ses études quand même, il va s'éloigner de Nantes parce que Nantes représente pour lui ces deux échecs. En fait, ces 2 échecs amoureux, bien entendu. Et c'est là qu'il va commencer à fréquenter les salons littéraires, puisqu'évidemment, c'est quand même plutôt au niveau de la capitale que la plupart des salons littéraires ont lieu. Et il va donc commencer à écrire, et notamment, comme je vous le disais en introduction de ce live, il va commencer à écrire des pièces de théâtre. Honnêtement, ça n'a pas fonctionné, hein, ces pièces de théâtre, elles ne sont pas connues. Et je vous donne juste une petite date parce que c'est intéressant. On a publié certaines de ces pièces en 1991. J'ai bien dit 1991, hein. On est d'accord, c'est il y a moins de 30 ans, 29 ans exactement. Donc on a attendu plus d'un siècle, presque 150 ans, pour publier ces œuvres théâtrales parce que justement, comme je vous dis, ça n'a pas eu de succès à l'époque. Donc on est d'accord qu'on parle de Jules Verne, la 2e personne la plus traduite de tous les temps, etc. Je vous ai dit tout ça en introduction. Et pourtant, il y a certaines de ses œuvres qui sont restées inconnues du grand public pendant, comme je vous dis, plus d'un siècle. Donc c'est quand même assez étonnant. Bon, il continue ses études de droit à côté, mais il écrit de plus en plus, et il situera ses inspirations, on va dire ça comme ça. Il va être vraiment inspiré par Victor Hugo, dont on a déjà longuement parlé il y a 15 jours, mais aussi Alexandre Dumas. Alors Alexandre Dumas, je vous en ai parlé également quand on a fait l'évolution du roman. Donc Alexandre Dumas, c'est les 3 mousquetaires, le vicomte de Bragelonne, etc. Donc héros de KPDP, etc. Vous connaissez ça, mais aussi Alfred de Vigny. Alors Alfred de Vigny, c'est un grand auteur romantique qu'on connaît beaucoup pour ses poèmes et ses romans, mais il a aussi écrit du théâtre. Et il va avouer quand même avoir une passion absolue pour 2 grands de la littérature, Molière et Shakespeare. Bon. Il dit également que ce qui lui a le plus plu chez Victor Hugo, ce sont ses romans historiques. Et donc c'est tout naturellement qu'il va petit à petit orienter sa littérature, là aussi, vers les voyages, les romans d'aventure, etc. Au-delà de ça, c'est un auteur engagé. On voit souvent justement son idée, ah oui, il écrit des romans sur les voyages, sur la technologie, etc. Et donc on se dit, bon d'accord, c'est un auteur qui a envie d'écrire sur de la fiction. Il faut savoir que Jules Verne est aussi un auteur engagé, puisque par exemple il est violemment antimilitariste, et il va justement échapper de peu à la guerre de 70 puisqu'il ne sera pas tiré au sort. Ça, c'est pareil, vous demanderez à vos profs d'histoire qui savent mieux que moi, mais en gros lorsqu'on a comme ça des mobilisations, on tire au sort ceux qui sont mobilisés. Lui heureusement ne l'a pas été, mais effectivement voilà, il va avoir cette position antimilitariste pendant toute sa vie.
Bref, comme je vous dis, une fois qu'on a passé sa phase où il écrit beaucoup de pièces de théâtre qui ont pourtant, encore une fois, comme je vous ai dit, un succès limité, il va commencer à écrire donc véritablement des romans, et il va à ce moment-là aussi refuser sa carrière qui était toute tracée en droit. Comme je vous ai dit, il réussit ses études de droit, il pourrait très bien travailler comme juriste, mais il dit bon, je peux toujours me garder ça sous la main si nécessaire, moi j'ai envie d'écrire. Et c'est là qu'il va faire plusieurs rencontres qui vont l'aider vraiment dans son parcours, on va dire, dans son choix. Euh, Tiens, bienvenue Zabouzé. Il va rencontrer Jacques Arago, qui est donc un géographe et voyageur qui a énormément parcouru le globe et qui lui donne comme ça un peu l'inspiration d'écrire lui aussi des voyages. Et il lui dit, bah, là, en ce moment, ce qui fonctionne, ce qui est à la mode, et c'est vrai, hein, c'est le récit de voyage. Donc pourquoi pas écrire des récits de voyage. Alors, à l'origine, les récits de voyage, normalement, ce sont de vrais récits, hein, des choses qui existent vraiment, mais on peut aussi écrire de la fiction. Et c'est là qu'il va commencer, donc justement, comme je vous expliquais, à la question des voyages, il va s'intéresser à la question des voyages et écrire sur les voyages. Alors ça se passe aussi en rapport avec un homme dont il va falloir que je vous parle, qui est son éditeur. D'ailleurs, la plupart des œuvres de Jules Verne, en tout cas tous les voyages extraordinaires, ah bah tant mieux, merci Zabouzé, bienvenue à toi et reste avec plaisir, hein, c'est très gentil. Donc, je vous disais, tout ça est basé sur sa rencontre avec donc Pierre-Jules Hetzel, qui va être son éditeur. Donc, il a aussi écrit, hein, Pierre-Jules Hetzel, mais évidemment, on le connaît beaucoup aujourd'hui parce que c'est lui qui a édité Jules Verne, et donc notamment toute la série des voyages extraordinaires. À côté de ça, il a fait pas mal de choses, hein. Il a été aussi traducteur, donc il a vraiment pas fait uniquement ça, mais on le connaît quand même énormément pour ces éléments-là. Alors justement, j'arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure, de tourner un peu autour du pot de la question justement des voyages extraordinaires. Alors qu'est-ce que les voyages extraordinaires de Jules Verne? Ça, normalement, si vous avez croisé Jules Verne, vous connaissez un petit peu le principe. C'est une collection de romans et de nouvelles. Donc, cette collection, elle a été créée donc justement par Hetzel, dont je viens de vous parler, uniquement pour lui. Il pensait, il croyait en le succès de Jules Verne. Là, pour le coup, on peut dire qu'il avait effectivement bien intuité. Et il va donc créer une collection des voyages extraordinaires qui comportera 62 romans et 18 nouvelles. Parce que comme je vous disais, Jules Verne, il a beaucoup écrit. Il a vraiment beaucoup écrit dans sa vie. Hein, donc là, c'est uniquement une partie de sa production romanesque, parce qu'il a écrit d'autres romans qui sont un peu à l'extérieur des voyages extraordinaires, et puis il a écrit, comme je vous disais, de la poésie, du théâtre, etc. Inutile de vous dire que... oui, c'est ça. Inutile de vous dire, hein, encore une fois, que... la production littéraire de Jules Verne est absolument énorme. Il fait partie de ces auteurs du 19e qui ont eu comme je dis, un énorme impact parce qu'il produisait. Ça fait un peu penser à Balzac aussi, hein, avec sa comédie humaine énorme et colossale de plusieurs dizaines de romans et nouvelles. Ben là, on est dans le même principe. Il faut savoir que les voyages extraordinaires, tels qu'ils ont été édités pour la première fois, c'était vraiment une édition de luxe, de très grands romans, en fait, très gros format, que vous pouvez en voir certains justement au musée Jules Verne, qui est donc dans la belle ville de Nantes. J'ai replacé que c'était une belle ville, hein, je suis désolée, tout ça. Et donc vous pouvez les voir, et c'est vraiment des couvertures absolument magnifiques, dorées, qui sont vraiment, je trouve, belles à voir et belles à posséder aussi, mais ça c'est un petit peu plus problématique. Alors, le premier roman... Doudou, tu te calmes ou sinon tu te fais ban. Donc le premier roman publié par Hetzel justement dans les voyages extraordinaires, c'est un roman qu'en général vous connaissez, qui s'appelle 5 semaines en ballon. Vous avez déjà peut-être entendu le titre. Donc 5 semaines en ballon, comme son nom l'indique, hein, ça va être une histoire de montgolfière. Les montgolfières, c'est bien. S'il vous plaît, arrêtez de... Avec une antéposition. Ah là là, Jeanne, tu vas tellement me manquer, t'imagines même pas. Et Doudou et Preda, s'il vous plaît, si vous voulez vous battre, vous faites ça en dehors de mon chat.
Donc, comme je disais, c'est une histoire de voyage en montgolfière. Vous avez un savant et... oh oui, si, bien sûr. Bonjour, je suppose que c'est Thomas. Non. Bienvenue. Et oui, oui, bien sûr qu'il y a eu énormément d'adaptations. Comme je vous le disais, hein, c'est un auteur qui a eu tellement d'influence que ça a été adapté, ses œuvres, dans des supports énormes. Vous avez des références dans les jeux de société, dans les jeux vidéo, dans les films. Vous avez des films même directement de ces œuvres. Hein. Des séries aussi, des animés, enfin vraiment c'est un auteur qui a une telle influence, et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, je vous disais, c'est un savant, hein, Ferguson. Ah pardon Tom, excuse-moi, autant pour moi. Donc Ferguson décide de survoler l'Afrique à bord d'une montgolfière, justement. Et en fait, il va créer, parce que ça, encore une fois, c'est Jules Verne qui le crée, il va créer une forme particulière de montgolfière qui n'aurait pas à recharger de gaz, parce que vous savez, c'est le principe de la montgolfière, hein, de base. Vous avez dû voir ça, je pense que c'est soit en physique, soit en SVT, j'en ai pas la moindre idée, comme quoi mes connaissances scientifiques sont mauvaises. Vous savez, c'est un ballon donc, qui est gonflé à l'hydrogène, et normalement, on peut soit faire sortir de l'air, soit justement en remettre pour monter et descendre dans les airs. Le problème, c'est que si vous avez besoin de beaucoup vider le ballon, et donc pour qu'il descende, forcément, il y a un moment où vous n'avez plus assez d'hydrogène pour remonter, et donc les voyages en ballon sont quand même assez limités dans le temps. Il y a une autonomie qui est très, très limitée. Et justement, il crée un nouveau mécanisme qui va lui permettre de faire des voyages plus longs. Alors on est d'accord, hein, que quand je dis ça va lui permettre de faire des voyages plus longs, c'est qu'en fait, ces personnages peuvent le faire. Hein, bien entendu, c'est pas quelque chose qu'il a réussi à faire. Cependant, c'est assez intéressant parce que ça, c'est une des caractéristiques de Jules Verne. Il va prendre des technologies existantes, comme là le ballon qui existe à son époque, hein, tout à fait, la montgolfière, il n'y a pas de souci, et il va d'une certaine manière le réinventer pour rendre possible son aventure. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment le caractériser. C'est-à-dire qu'il va se servir d'éléments existants pour anticiper ce que pourrait être l'avenir. Et là, on s'approche justement petit à petit, vous voyez bien, de l'anticipation, donc on n'est pas très loin de la science-fiction. Je continue à vous présenter quelques-uns de ces romans, et puis on parlera justement de cette question d'anticipation et de science-fiction. Son œuvre peut-être la plus connue, c'est Le Tour du Monde en 80 jours. Alors, Le Tour du Monde en 80 jours, on le connaît aussi, donc non seulement pour son œuvre, l'œuvre de Jules Verne, mais aussi pour les multiples adaptations qu'elle a pu connaître, que ce soit en série, en animé, etc., en film évidemment. Donc, c'est l'histoire d'un gentleman anglais qui lui s'appelle Phileas Fogg et qui a fait le pari, avec son club de gentlemen très anglais, de faire le tour du monde en 80 jours. Hein, vous aviez compris, parce que bon, vu que ça s'appelait le tour du monde en 80 jours, jusque-là, normalement, vous me suiviez. Et donc, il décide de faire ce pari-là, et le pari est une énorme somme d'argent en l'occurrence, et il va donc explorer en fait le monde, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il va explorer les transports disponibles au 19e siècle. Donc on est en pleine, je vous rappelle, révolution industrielle, hein, on est en plein 19e siècle, et il va tester énormément de ces nouveaux moyens de transport. Alors je dis des nouveaux moyens de transport, bien sûr ça va pas être tout à fait le cas hein, tout le temps, puisqu'il va aussi par exemple faire une partie du voyage à dos d'éléphant, donc il y a aussi des choses qui sont un petit peu plus empirique, un petit peu plus ancienne, mais il va tester le chemin de fer, le bateau à vapeur, etc. Et donc là, on a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est déjà cette idée, alors c'était possible à son époque, hein, l'histoire des 80 jours, les jours de voyage qu'il donne à chaque fois à ses personnages, bon, ils mettent tant de temps pour aller de tel lieu à tel lieu en utilisant ce moyen de transport, c'est quelque chose pour lequel il s'est renseigné, hein, Jules Verne, c'est pas juste, il a dit ouais, vas-y, on va dire que ça fait tant de temps pour faire de là à là. Non, il s'est quand même renseigné, donc c'était quelque chose qui était possible, mais évidemment extrêmement compliqué à réaliser. Et évidemment extraordinaire à l'époque. Donc le but, c'était justement de présenter la technologie du 19e siècle et de dire, vous avez vu, le monde est en train de devenir de plus en plus petit, ou plutôt, on arrive à le parcourir de plus en plus vite. Encore une fois, en 80 jours, il faut imaginer à quel point c'est extraordinaire au 19e siècle de réussir à parcourir le tour du monde.
Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une question d'heures avec les avions modernes que nous avons, évidemment. Mais déjà, à l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je ne vous spoile pas la fin, mais vous verrez par vous-même, ou vous la connaissez sans doute, évidemment, vu la notoriété de ce roman. Deux autres petits romans que je voulais vous présenter, on va aller un petit peu vite parce que voilà, je sais que vous avez envie de parler de son influence à lui sur le steampunk et sur la science-fiction, ou alors c'est juste moi qui ai envie de faire ça, mais dans tous les cas j'ai envie de le faire. Je voulais vous parler aussi donc de deux romans en particulier. Le premier, c'est De la Terre à la Lune. Alors, De la Terre à la Lune, c'est un roman. Alors c'est un roman, alors oui on va parler d'anticipation effectivement, hein. C'est un roman d'anticipation, donc déjà on va peut-être définir ce que c'est qu'un roman d'anticipation. En fait lorsqu'on écrit de l'anticipation, c'est-à-dire qu'on part de nos technologies au moment où l'on écrit et on essaie de voir comment ça pourrait évoluer. Le but c'est de faire quelque chose de crédible. Quand vous faites un roman d'anticipation, vous dites bah, peut-être que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, les technologies auront suffisamment évolué pour qu'on puisse faire ça. Donc c'est un peu différent, c'est un cas particulier en fait de la science-fiction, puisque la science-fiction ça peut être aussi complètement éloigné de nos préoccupations actuelles. Je vous donne un exemple. Un roman d'anticipation, ça va être par exemple le roman de George Orwell dont on a déjà parlé, 1984. Là où vous avez en fait, il essaie d'imaginer ce que pourrait être la société en cette année-là. Là, c'est un roman d'anticipation. La SF, ça peut être beaucoup plus large que ça. Par exemple, vous prenez, pour prendre une saga que vous connaissez tous, Star Wars. Star Wars, là, c'est carrément de la science-fiction, parce qu'on est sur quelque chose de complètement différent. Ah mais non, il faut, ça vous pose des questions, il n'y a aucun souci, je suis là pour être interrompue, de toute façon je suis professeur, hein, j'ai l'habitude d'être interrompue dans la vraie vie véritable, hein, vous inquiétez pas. Donc non, il n'y a pas de souci. Donc la science-fiction, ça va être vraiment quelque chose de beaucoup plus large que simplement l'anticipation. L'anticipation, comme je vous dis, c'est vraiment on parle de la Terre et de ce qui peut s'y passer, dire selon une certaine logique, comment va pouvoir évoluer la technologie. Alors que la SF, ça va être l'anticipation, mais aussi plein d'autres choses, ça peut être dans d'autres univers, ça peut être vraiment très différent. Encore une fois, on passera un petit peu plus de temps tout à l'heure pour définir ce qui est vraiment la science-fiction et ce qui est vraiment le steampunk, mais voilà, c'était juste pour faire ce petit point. Et effectivement, De la Terre à la Lune, c'est un roman d'anticipation. Donc le roman d'anticipation de la Terre à la Lune, quel est le but? Il présente donc des explorateurs dont le but ultime évidemment d'atteindre la Lune. Hein. De la Terre à la Lune, c'est pour atteindre la Lune. C'est pareil, hein, question titre, c'est peut-être pas les plus originaux, en tout cas pour ce qui est de ne pas dévoiler le contenu du roman. Donc en l'occurrence, De la Terre à la Lune, hein, le but c'est de raconter le trajet de trois hommes qui essaient de partir sur une fusée. Alors, donc, le voyage dure 97 heures et 20 minutes, c'est le sous-titre hein, de la Terre à la Lune. De la Terre à la Lune, trajet direct en 97 heures 20 minutes. Et c'est en fait donc, le premier roman qui sera suivi, donc c'est une sorte de diptyque si vous voulez, hein, ça fonctionne par deux, de Autour de la Lune. Bonjour Cadeau. Donc Autour de la Lune qui là présentera effectivement plutôt le voyage lunaire. Mais ici donc on est sur vraiment la partie on part de la Terre et on va à la Lune. Bon. Donc en gros, de quoi parle ce roman? Donc comme je vous l'ai expliqué, là on est aux USA, à la fin de la guerre de sécession, et un club donc de gentlemen va essayer de réaliser justement une sorte de prouesse technique, envoyer un boulet de canon, d'une certaine manière, sur la Lune. On va donc construire un immense canon pour envoyer ce boulet. Finalement, ça va être un peu compliqué, vous allez avoir toutes les contraintes, comment est-ce qu'on doit faire, à quelle force on doit envoyer le boulet de canon. Spoiler alert, je vous le dis, je suis désolée, je suis pas professeur de physique, mais ça n'est pas possible. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Finalement, il décide qu'un boulet, c'est peut-être pas très utile, qu'il vaut mieux faire une sorte de projectile qui contiendrait des gens. Et c'est finalement ça qui va être choisi. Et on va en fait tirer donc
Bah déjà, il y a moi pour l'instant. Aujourd'hui, il y a pas professeur Koala pour modérer parce qu'il travaille, il a cours avec des ondes. Mais en tout cas, moi, je modère, il n'y a pas de souci. Je sais tout faire toute seule. Donc, ils vont envoyer cette espèce de gigantesque projectile pour arriver justement sur la Lune. Et en fait, il va exactement pas arriver sur la Lune, pas atterrir, mais il va voyager en orbite autour de la Lune, d'où le deuxième roman, justement, autour de la Lune. Ça, c'est pour cette idée. Donc vous imaginez, hein, on est quand même bien longtemps avant la conquête lunaire véritable, hein, donc, puisque là on est en 1865, donc on est un siècle avant, hein, si je me trompe pas, je crois que les premiers pas sous la Lune, ça doit être 62, 1962, vous me dites, ou 61, mais je crois que c'est 62, vous devez savoir mieux que moi. On est un siècle avant, et un siècle avant, il a déjà imaginé une possibilité d'aller sur la Lune. Bon, encore une fois, ça fonctionne pas, c'est pas possible. Mais dans l'idée, il essaie d'inventer quelque chose qui serait possible. De la même manière, on a peut-être aussi parmi ses romans les plus connus, le plus connu même, 20 000 lieues sous les mers. Alors, 20 000 lieues sous les mers, alors lieu, attention, hein, ça s'écrit avec un E puisque c'est l'unité de mesure, présente donc l'histoire d'un... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? D'un sous-marin. Alors un sous-marin absolument extraordinaire, hein, puisqu'il est capable d'aller justement à 100 000 lieues sous les mers, ce qui est absolument énorme, hein, en profondeur. C'est quelque chose qu'on n'a toujours pas réussi à atteindre aujourd'hui avec nos moyens modernes, hein, mais bon, peu importe. Donc, à l'intérieur de ce... Ah, c'est 69. Oh, bah, heureusement que vous êtes plus renseigné que moi. Donc effectivement, donc vous imaginez un siècle avant, il a déjà pensé à ça. Bref. Donc, en gros, pourquoi 20 000 lieues sous les mers? On présente, au début du roman, un immense animal qui a été aperçu, repéré, et qui est la cause de plusieurs naufrages. Donc le but, c'est d'essayer de faire en sorte que ce monstre soit identifié et éliminé. C'est tout à fait le Nautilus, oui, tout à fait, j'allais y venir. Donc vous allez avoir plusieurs scientifiques, plusieurs personnages qui vont entrer donc dans cette expédition pour se débarrasser de ce fameux animal qu'on ne connaît pas forcément. Et ce sous-marin, donc, le Nautilus effectivement, est dirigé par un personnage emblématique dont vous avez, je pense, tous entendu parler, qui est le capitaine Nemo. Donc le capitaine Nemo, qui est un être qui a choisi de fuir le monde, et donc justement c'est pour ça qu'il décide de s'enterrer sous la surface. Alors en l'occurrence ça serait plutôt de s'immerger sous la surface, puisque c'est la question évidemment de l'eau qui est plutôt ici que vraiment de terre. En fait, en parcourant donc les fonds marins, ils vont tomber sur énormément de trésors, notamment l'Atlantide. Ils vont tomber sur des anciens navires. Et on va aussi découvrir comment son sous-marin fonctionne. Donc il y a vraiment une partie technique, scientifique, comme je vous disais, dans les récits de Jules Verne, puisqu'il essaie d'expliquer les choses. Il dit pas juste, bah voilà, il y avait un sous-marin, puis ils allaient sous la mer, voilà, bisous. Non, il essaie d'expliquer des mécanismes à travers justement ce que l'on connaît à l'époque, à travers les mécanismes de bateaux, par exemple, de l'époque. Il essaie d'imaginer des choses qui, au moins sur le papier, pourraient fonctionner. Finalement, sa démarche est assez proche d'un autre grand homme de l'histoire, qui est Léonard de Vinci. Vous savez, Léonard de Vinci, on a l'impression qu'il a tout inventé, parce qu'il a quand même inventé le premier hélicoptère, le premier parachute, le premier char d'assaut, et en fait, il le faisait avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire qu'il se disait, il y a peut-être moyen de faire quelque chose par là. Et en fait, c'est exactement ce que nous propose Jules Verne, c'est-à-dire que il va inventer à partir des technologies existantes un moyen pour que ça fonctionne. Donc il va dire oui, bon bah il sera construit de cette manière-là, il va avoir telle ou telle énergie, etc., etc. Alors que ça fonctionne finalement ou pas réellement, c'est pas tellement ça le problème. Ce que je trouve fabuleux, et c'est aussi pour ça que, comme je vous disais, je suis absolument fan de Jules Verne, c'est cette capacité à imaginer et à se dire je vais créer quelque chose qui au moins sur le papier fonctionnera. Et ça c'est assez extraordinaire. Donc, le Nautilus, le capitaine Nemo, vous avez des références partout à cette histoire, et notamment à 20 000 lieues sous les mers. Vous avez des références au cinéma, à la télévision, en bande dessinée, en jeux de société, tout ce que vous voulez. Vraiment, 20 000 lieues sous les mers, ça fait partie
pense, des éléments les plus connus de Jules Verne. Et justement, on va s'intéresser donc à quelque chose qui dérive presque directement de 20 000 lieues sous les mers et d'autres œuvres de grands auteurs. C'est la question du steampunk. Alors, je suis pas sûre que vous soyez tous vraiment familiers avec ce concept, hein. Donc le steampunk, c'est un courant qui est d'origine littéraire bien sûr, puisque comme je vous disais, il est inspiré par exemple par Jules Verne, mais pas uniquement. Vous avez des références steampunk ou des inspirations steampunk évidemment dans la musique, vous avez des références dans le cinéma aujourd'hui, vous avez des références dans les jeux vidéo, les jeux de société, etc. C'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui prend une certaine ampleur. Et donc, quelles sont les caractéristiques exactement du steampunk? De quoi est-ce que l'on parle? En général, les intrigues steampunk se déroulent au 19e siècle. Donc, on est au 19e siècle, c'est-à-dire le moment où justement écrit Jules Verne, et on est dominé par vraiment la question de la première révolution industrielle. Donc, la révolution industrielle, vous savez, hein, la caractéristique peut-être principale du 19e siècle, c'est l'apparition des machines à charbon et des machines à vapeur. D'où la vapeur, hein, steam, on est d'accord, en anglais, voilà, on a atteint le maximum de mes capacités en anglais, mais ça va. En fait, la plupart de ces romans, ou même des autres éléments qui sont inspirés du steampunk, le but c'est en fait de partir de ce 19e siècle et de se dire on va faire évoluer la technologie, mais uniquement en gardant cette idée du charbon et de la vapeur. C'est-à-dire qu'on ne va pas évoluer comme le monde a évolué de nos jours avec la question de l'électricité, les énergies fossiles comme le pétrole, etc. Le but, c'est vraiment de réécrire l'histoire à partir de cette révolution industrielle en se disant non, on se concentre sur le charbon, la vapeur et donc tout ce qui est de l'ordre des engrenages, des rouages que vous retrouvez évidemment dans le steampunk. C'est pas pour rien que je porte ça. En l'occurrence, on avait déjà abordé, si vous vous souvenez bien, comment est-ce que l'on appelle, quel est le terme littéraire quand on part d'un élément vrai et que l'on change un peu l'histoire, on appelle ça une uchronie. Donc l'uchronie, hein, c'est quand on va finalement modifier en quelque sorte la réalité à partir d'un détail. Donc là, imaginez, au 19e siècle, on reste concentré sur la vapeur et le charbon et on oublie tout le reste de la technologie. Donc par exemple, dans les romans steampunk, même si ça se passe au 20e siècle, vous allez avoir toutes les machines, etc., qui vont fonctionner au charbon. Vous allez avoir des voitures qui fonctionnent uniquement au charbon et à la vapeur, par exemple, et pas du tout de véhicules qui, comme nous, fonctionnent au pétrole, en fait, à l'essence, etc. Bon, donc, le genre en lui-même, il est né à la fin du XXe siècle. Il est né à la fin du XXe siècle et, a priori, le nom steampunk serait forgé sur une allusion donc, à un autre mouvement qui s'appelle le cyberpunk, qui est très proche donc, c'est un cas particulier de la science-fiction qui est très proche de la dystopie. Alors la dystopie, vous savez, hein, on en avait parlé, c'est comme la contre-utopie, dystopie contre utopie. C'est lorsqu'on va faire un futur, mais absolument horrible. Non, il n'y a pas de souci, Tom. En fait, moi, à l'origine, je suis professeure en lycée et pour le supérieur. Donc, en l'occurrence, j'ai des premières cette année, des BTS et des licences. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt un cours de première, mais on est sur de la culture G. Donc voilà, comme je vous disais, le cyberpunk, le but, c'est de montrer un futur qui se passe en général très très mal, basé sur les nouvelles technologies. Et donc steampunk est construit, probablement le mot steampunk, sur la même racine, donc sauf qu'au lieu d'être basé sur tout ce qui est cyber, donc tout ce qui est nouvelle technologie, on va se baser sur le charbon et la vapeur. Parce que steam encore une fois, c'est la vapeur. Bien, donc il est né à la fin du XXe siècle, mais on trouve des inspirations de grands auteurs, dont justement Jules Verne. C'est pas le seul. Comment ça, Preda? Qu'est-ce qui est très proche ou carrément dystopique? Le cyberpunk, c'est carrément dystopique, oui. Si c'était ça, j'ai peut-être pas été assez précise. Tu me dis, hein, si c'est ça ta question. Donc comme je vous disais, on va retrouver beaucoup de références à Jules Verne dans le steampunk, puisque Jules Verne,
il a fait exactement ce qu'essaie de faire le steampunk, c'est-à-dire qu'il part de la technologie du 19e siècle et il essaie comment est-ce qu'on pourrait dire ça, et il essaie de faire évoluer la technologie. Donc lui, c'était un roman d'anticipation. Le steampunk fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on revient au 19e siècle et on essaie de voir ce que ça aurait donné si ça avait évolué de cette manière-là. C'est pas le seul à avoir influencé le steampunk, même si c'est clairement celui qui a le plus influencé le steampunk. Ah si, pardon, Preda, c'est moi qui n'ai pas été claire. Le cyberpunk, c'est dystopique. Oui, oui, tout à fait. Quand je veux dire très proche de la dystopie, c'est qu'en fait, il n'y a pas que des dystopies cyberpunk, il y a des dystopies d'autres genres. C'est pour ça que je voulais dire que c'était très proche de la dystopie. Donc autant pour moi, c'est moi qui n'ai pas été claire, excusez-moi. Donc comme je vous disais, il y a des références à Jules Verne, mais pas que. Vous avez aussi, moins connu, Albert Robida, hein, qui fait aussi partie des influences donc, du steampunk. Donc c'est un illustrateur, journaliste et romancier français qui lui est un petit peu plus tardif que Jules Verne, il est plutôt seconde moitié du 19e siècle, et qui a créé donc un personnage qui est élevé par des singes, qui s'appelle Saturnin Farandoul, et qui va connaître aussi des aventures assez étonnantes. Il va avoir donc notamment une œuvre qui est assez connue, c'est Les voyages très extraordinaires de Saturnin Farandoul. Donc il va lui arriver plein d'aventures, et finalement c'est assez proche de Jules Verne, avec peut-être un petit peu moins de succès aujourd'hui, je pense. De la même manière, chez nos amis anglais, amis relatifs, vous avez Wells. Wells, donc, c'est un écrivain britannique. Lui aussi, c'est plutôt seconde moitié du 19e siècle. Et il va beaucoup écrire de romans de réflexion politique, mais aussi pas mal de vulgarisation. Lui, il s'est vraiment intéressé, comme je le fais ici, à pas mal de choses, la biologie, l'histoire, etc. Et il va essayer d'apporter ses connaissances à tous. Et il va se servir de ce matériel-là pour écrire des romans proches de la science-fiction. Donc il est considéré, lui... Ah, pardon Tom, excuse-moi. Alors, une dystopie ou une contre-utopie, c'est la même chose, donc c'est l'inverse d'une utopie. Qu'est-ce qu'une utopie? Une utopie, en fait, c'est un monde parfait dans lequel tout se passe bien. Et en général, quand on écrit une utopie, c'est pour montrer, vous avez vu dans notre monde, il y a plein de choses qui vont pas bien, puisqu'il existe des mondes parfaits. Par exemple... vous avez Thomas More qui a écrit une utopie. Vous avez aussi dans Candide le passage de l'Eldorado où on présente une société parfaite. Et donc la dystopie ou la contre-utopie, c'est au contraire montrer un monde détruit, abîmé, tel qu'il pourrait être. Alors en l'occurrence, donc les dystopies les plus connues, c'est par exemple Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, c'est 1984 de George Orwell, c'est... Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que je prononce toujours aussi mal. Donc vous voyez, en fait, c'est un futur presque, alors pas forcément apocalyptique, mais en tout cas très négatif, où par exemple vous avez la surveillance, ou Blade Runner, voilà, Matrix, etc. Donc vous avez vraiment beaucoup de surveillance des citoyens, plus de liberté. Dans Fahrenheit 451, c'est les livres qui sont brûlés, toutes les personnes sont observées par des grands écrans, etc. Vous avez pas mal de dystopies, une série de dystopies qui est très connue, c'est Black Mirror par exemple. Preda. Black Mirror par exemple, c'est une série qui représente une dystopie, puisqu'il y a un futur, et en général les nouvelles technologies, ça tourne mal. Donc oui, revenons à nos moutons, ou revenons à Wells. Donc Wells, comme je vous le disais, il est vraiment considéré comme un des inventeurs de la science-fiction, mais on trouve également des influences à lui dans la littérature steampunk, évidemment. L'un aussi des éléments que l'on retrouve souvent dans la littérature steampunk, c'est la capacité à bouger entre les temps et l'espace aussi, mais surtout le temps. Donc vous avez beaucoup de machines à remonter dans le temps, par exemple. Il y a des influences steampunk, sans forcément que les séries ou les films soient steampunk, il y a des influences steampunk dans beaucoup d'œuvres majeures actuelles. Je vous donne un exemple, peut-être, encore une fois, c'est personnel parce que j'aime beaucoup, mais si vous prenez Doctor Who, vous avez aussi des références dans plusieurs épisodes, et ne serait-ce que le TARDIS, qui est donc cette fameuse cabine téléphonique à l'ancienne qui permet de se déplacer.
dans le temps et l'espace. Voilà, ça, vous avez des références évidemment ici qui peuvent faire penser quand même très fortement au steampunk. Il n'y a pas que des auteurs justement européens qui ont influencé le steampunk, vous avez aussi des auteurs américains. Donc par exemple, vous avez, alors je vais vous le prononcer très mal évidemment, The Steamman of the Prairies, donc l'homme vapeur des prairies, hein, qui est un roman donc, de l'écrivain américain Ellis, qui en fait c'est aussi entre le western et la science-fiction. Donc ça se passe aux États-Unis et vous avez donc toujours cette évolution. Bienvenue le bus. Donc cette évolution vers le steampunk. Donc le but c'est encore une fois de présenter pas mal d'évolutions des technologies existantes au 19e siècle. Il faut savoir que ce genre il a vraiment explosé dans les années 80 en fait et les années 90. Aujourd'hui, on retrouve, comme je vous disais, pas mal de références, pas mal pas mal de liens avec des œuvres actuelles. Notamment, en fait, on prend des œuvres aussi du 19e siècle, comme par exemple les œuvres de Jules Verne, et on les réécrit d'une certaine manière, on s'inspire de ces œuvres, et donc vous avez évidemment Jules Verne, mais aussi Mary Shelley, par exemple. On avait déjà parlé ensemble de Mary Shelley, vous savez, Frankenstein. Donc le docteur Frankenstein qui construit une créature, etc. Bon, bah, tout ça, ce sont des inspirateurs du steampunk. Donc l'esthétique du steampunk, on est vraiment sur, comme je vous disais, l'évolution des technologies du 19e. Et c'est ça qui a passionné aussi Jules Verne. Donc c'est pour ça en fait qu'on peut finalement le citer non pas comme inventeur, mais peut-être d'une certaine manière comme un père ou un grand-père de ce type de littérature, puisqu'il a vraiment... il a vraiment inspiré tous ces auteurs modernes ou tous ces créateurs modernes. On s'inspire beaucoup de la question du design industriel en fait, de la fin du 19e et début 20e. Par exemple, si vous êtes déjà passé à Nantes et que vous avez vu l'éléphant qui est vraiment le symbole de la ville de Nantes, mais on est en plein dans l'esthétique steampunk. Du bois, alors le faux côté, ça fonctionne au charbon, parce que, spoiler alerte, il ne fonctionne pas au charbon, notre bel éléphant. Mais cette idée donc de mécanismes apparents, de vapeur, etc. Ça, c'est encore une fois très steampunk. On s'inspire aussi de la mode victorienne. Hein, vous savez, donc victorienne, c'est la période anglaise sous le règne de la reine victorienne. Donc on s'inspire de ça, c'est pour ça que dans la mode steampunk, vous trouvez beaucoup de corsets, vous trouvez beaucoup de hautes formes, pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs. Donc le but en fait c'est aussi de faire des choses en grand. Vous savez que nous dans notre évolution technologique on va vers une miniaturisation de plus en plus grande. Par exemple le but c'est de faire des choses de plus en plus puissantes dans une taille de plus en plus petite. Vous prenez par exemple les premiers téléphones portables qui ne pouvaient faire que l'appel, c'est grand comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est énorme. Et on ne peut qu'appeler. Aujourd'hui, avec un téléphone portable de type smartphone, peu importe la marque, vous arrivez à faire des choses extraordinaires dans quelque chose qui est tout petit. Je vous rappelle encore une fois que au niveau des avancées technologiques, les smartphones que vous avez, même les plus bas de gamme, sont plus puissants que l'ordinateur qui a permis d'aller sur la Lune. Je rappelle à toute fin utile. Donc vous imaginez, nous on va de plus en plus vers ce côté miniaturisé, alors que justement le but du steampunk c'est d'aller vers le gigantisme. Donc on va avoir des immenses machines volantes, des immenses... Mais je t'en prie Tom, n'hésite pas à repasser ou même à regarder les anciens lives si ça t'intéresse. Oui tout à fait Doudou. Finalement aujourd'hui un téléphone portable ça sert pas à grand chose et ça sert à grand chose mais certainement pas à téléphoner en premier lieu. On fait plein de choses avec mais pas forcément ça. Donc voilà, le but là c'est de faire des choses gigantesques, visibles, des gros engrenages, des grosses lunettes, etc. La question des tuyauteries aussi, la question des mécanismes, c'est très intéressant. Ici, c'est quelque chose que l'on retrouve souvent. Tout ce qui est automate aussi.
L'un des figures emblématiques aussi du steampunk, c'est le personnage de Conan Doyle, que vous connaissez tous, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes aussi a été récupéré par les auteurs de steampunk, et quand vous voyez justement aujourd'hui certaines inspirations... Bonjour Lutz! Quand vous voyez aujourd'hui certaines inspirations dans les nouveaux Sherlock Holmes, on voit bien cette influence steampunk. Donc voilà, encore une fois, l'idée c'était de faire juste une petite initiation, hein, j'ai pas la prétention d'aller au fond des choses. Donc comme je vous le disais, hein, steampunk s'approche de la science-fiction. Hein. Le but, c'est encore une fois de la science-fiction, c'est de raconter des fictions en rapport avec la science. Donc le steampunk serait une forme particulière de science-fiction, puisque ça serait une science-fiction uchronique, donc avec un petit changement au niveau de l'évolution, c'est-à-dire on s'arrête au 19e siècle, à la technologie du 19e siècle, pour présenter cette évolution de la technologie en partant uniquement sur ces connaissances-là. Donc finalement quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec notre monde actuel. C'est pour ça, finalement, je pense d'une certaine manière qu'on peut dire que Jules Verne a influencé à la fois le steampunk et la science-fiction, puisque il a écrit lui-même donc des romans d'anticipation. Maintenant, vous savez la différence entre anticipation et science-fiction. Donc, il a écrit des romans d'anticipation dans le but de présenter une technologie qu'il a réussi à faire évoluer par la pensée. Et comme je vous disais, c'est en cela, pour moi, qu'il se rapproche de génies comme Léonard de Vinci dont je vous parlais. Cette capacité à imaginer quelque chose, à imaginer des éléments. Alors, il en a fait, comme je vous disais, hein, dans les voyages extraordinaires, il en a fait beaucoup. Et en fait, à chaque fois, son but, c'était aussi d'expliquer scientifiquement, alors ou proto-scientifiquement, ou presque scientifiquement, ce qu'il voulait affirmer. C'est-à-dire que, par exemple, comme je vous disais, quand il parle du Nautilus, il explique comment peut fonctionner le Nautilus. Alors, même si ça n'est pas possible dans les faits de le faire fonctionner comme il nous l'indique, il a quand même cette volonté scientifique derrière de dire je ne vous présente pas juste quelque chose, je vous l'explique. C'est en ça, je trouve, que Jules Verne est un génie non seulement littéraire, mais aussi finalement d'une certaine manière scientifique, puisqu'il s'est beaucoup intéressé à la science. Bon, j'aurais pu vous parler encore de dizaines de romans, hein, Michel Strogoff par exemple, qu'on a aussi parfois, qu'on connaît parfois. Honnêtement, je sais pas par où commencer. Enfin, je ne savais pas par où commencer tellement il y avait de choses à dire sur Jules Verne. Donc il faut savoir, comme je vous disais, qu'il a été inspiré à la fois par son histoire, donc comme je disais, famille d'armateurs, donc il a passé beaucoup de temps sur ses bateaux. Il va passer beaucoup de temps à écrire aussi pendant sa vie. Faut savoir hein, quand même que Jules Verne n'a quasiment jamais voyagé. Il a passé le début de sa vie à Nantes, une partie à Paris pour ses études, et lorsqu'il a commencé sa carrière littéraire, et puis la fin de sa vie, donc dans le Nord, notamment autour d'Amiens, qu'il aimait beaucoup manifestement. Il a finalement très peu bougé. Et donc c'est assez extraordinaire de se dire qu'il a réussi à écrire tout ce qu'il écrit par la simple force de sa pensée. Donc il a réussi à créer des éléments pseudo-scientifiques extraordinaires, mais en plus, il a réussi à décrire des paysages ou des pays sans quasiment jamais bouger de chez lui. C'est ça que je trouve absolument fabuleux. Et c'est une des raisons, je pense, pour lequel je l'admire particulièrement. Donc, j'espère qu'avec ce petit rappel sur par quels aspects Big Bad Nuko. Ah tiens, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Donc par quels aspects, dis-moi tout. Donc oui, je vous disais, c'est vraiment extraordinaire de réussir
uniquement la force de son imagination à créer ce qu'il a créé. Et avec bien sûr quand même, comme je vous disais, de solides connaissances scientifiques et géographiques pour réussir à faire tout ça, bien entendu. Parce que encore une fois, on peut faire illusion, mais encore faut-il avoir un peu travaillé, au moins un minimum, justement, pour réussir à faire illusion. Donc j'espère que ça vous aura plu, en tout cas ce petit live, ce petit détail. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Bah, tu as tout à fait raison, Big Bang Nuko, c'est tout à fait ça. C'est l'idée, il a travaillé ces différents éléments, comme je vous disais, la géographie, les sciences, etc. Et ça lui permet de comprendre le monde. Tout à fait, c'est exactement ça. Très bonne remarque, excellente remarque, tiens. Hop. Voilà, donc encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous parler donc, de cet auteur que je chéris particulièrement. Honnêtement, je vous le conseille aussi, même si vous n'êtes pas un grand lecteur. Déjà parce qu'il y a beaucoup de nouvelles chez lui, donc les nouvelles, c'est quand même assez court à lire, ça se fait très bien. Et même ses romans sont extrêmement accessibles. Vous ne pouvez pas, enfin dans la quantité de choses qu'il a écrites, vous ne pouvez pas ne pas trouver quelque chose qui vous plaît. Il y a clairement des choses très différentes. Il a réécrit le mythe de Robinson, par exemple. Il a écrit sur des différents voyages, qu'ils soient sur Terre, sur la mer, dans l'espace, etc. Je pense qu'il y a au moins un roman ou une nouvelle de Jules Verne qui trouvera grâce à vos yeux. C'est accessible à peu près partout, comme je vous disais. Et même si vous n'arrivez pas à lire Jules Verne directement, vous pouvez aussi y accéder par toutes ces adaptations, que ce soit encore une fois au cinéma ou dans les bandes dessinées. Alors Stephen Hawking, c'est pas ma spécialité, encore une fois, je rappelle que je suis spécialiste de la littérature française en tant que professeur de français, c'est un peu dommage d'ailleurs, mais dans nos études on nous cantonne un peu à la littérature française. Alors par mes choix d'études, je me suis pas mal tournée vers la littérature germanique, puisque je faisais littérature allemande et puis première langue allemande. Donc c'est vrai que autant tout ce qui est français et germanique, ça va, je me débrouille, autant c'est vrai que tous les auteurs de langue anglaise ou américains, j'ai beaucoup plus de mal et j'ai d'énormes lacunes dans ce domaine. Mais pourquoi pas, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc il est tout à fait possible que je décide d'aborder un jour d'autres auteurs qui ne sont pas francophones. Au contraire, ça me fera du bien d'apprendre des choses. Hein. On n'a jamais trop de connaissances. Donc je ne te dis pas un non ferme et définitif. Peut-être, pourquoi pas, je vais voir où me mène l'aventure de cette chaîne, parce que je vous avoue quand même, à l'origine, c'était quand même... Complètement. Je suis fatiguée. Oui, je confonds complètement avec Stephen King. Mais oui, c'est pareil. Enfin, les scientifiques, voilà, je suis pas. Heureusement que t'es là, Big Bang Nuko. Là, ça se voit que c'est la fin du live et que je suis un peu fatiguée. Oui, tout ça pour dire que, encore une fois, je me cantonne pour l'instant plutôt à ce que je connais, parce que le but quand même de cette chaîne, à l'origine, c'est quand même de faire des cours pour mes élèves de première. Mais maintenant que les cours vont être terminés, je pense que je vais un petit peu explorer d'autres horizons. Donc pourquoi pas? On verra bien. Mais encore une fois, je suis clairement pas la mieux placée pour parler de tout ce qui est scientifique. Donc je vais me cantonner au littéraire, je crois, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon après-midi. J'espère que, encore une fois, ce live vous aura plu. Mais en tout cas, ça m'a bien plu de le faire. Et puis, voilà, encore une fois, Jules Verne, un homme à part, on va dire ça comme ça. Au revoir Tristan, passe une bonne après-midi. Au revoir Dynamac. Au revoir Anaïs, au revoir Anton. Ouais, je suis désolée Big Ben Nuko, mais tu peux toujours le revoir, il n'y a pas de souci. Au revoir Esteban, au revoir Mélissa, au revoir Doudou, au revoir Lod. Clotounette, ouais. Au revoir Odezen, au revoir Margot, au revoir Preda, au revoir Duncan. Bonne chance à vous pour la suite, bon week-end. À bientôt. De toute façon, on se voit la semaine prochaine pour tous mes élèves. Les cours ne sont pas terminés, il reste encore une semaine. Au revoir Jeanne, au revoir Pauline. À bientôt. Bon après-midi.